J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était ma fille unique, Angela. Sa voix sonnait étrange, presque froide. « Maman, on part en voyage en Europe demain. J'ai déjà vendu ta maison de plage et ta voiture. On avait besoin de l'argent. Salut !» Puis elle a raccroché comme ça. 45 ans à l'élever, à me sacrifier pour elle, et elle m'a jeté comme un déchet. J'ai inspiré profondément et j'ai souri, parce qu'il y avait une chose que ma chère fille ignorait. Je m'appelle Antonia Brooks, j'ai 71 ans. Jusqu'à cet instant, je croyais connaître ma fille. Je suis devenue veuve il y a 6 mois. Mon mari Robert est mort d'une crise cardiaque alors que nous prenions le petit déjeuner, comme nous le faisions chaque matin depuis 45 ans. Ce matin-là, il m'avait servi un café crème et des toasts. Comme toujours, il avait embrassé mon front. « Bonjour, mon amour ». Ce furent ses derniers mots. Depuis, Angela s'était montrée plus présente, du moins le croyais-je. Elle venait me voir 3 fois par semaine. Elle m'a aidée pour les funérailles, m'a accompagnée faire les courses. Elle a même suggéré un bilan de santé. « Maman, tu dois mieux prendre soin de toi maintenant que tu es seule », disait-elle avec ce sourire que je prenais pour de l'amour et que je comprends aujourd'hui comme de la convenance. La maison de plage avait été notre refuge pendant des années. Robert et moi l'avions achetée quand Angela avait 15 ans, au prix de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Chaque été, nous y allions. Des souvenirs, des anniversaires, des Noëls. Angela y emmenait ses petits amis, puis son mari, Edward. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais les lessives. C'était notre tradition. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle la verrait comme de l'argent à encaisser. Et la voiture, ce vieux pick-up Ford que Robert bichonnait comme son propre enfant. Il le lavait chaque dimanche, faisait les vidanges religieusement et le garait toujours au même endroit, sous l'arbre. Angela savait ce que ce camion représentait pour moi. C'était la dernière chose qui me restait de lui. Son odeur flottait encore sur les sièges. Lorsqu'elle a raccroché, je suis restée là, sur cette chaise verte en plastique, entourée d'autres patients. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Il s'est passé quelque chose d'étrange en moi, un calme que je n'avais plus ressenti depuis la mort de Robert, parce qu'à ce moment précis, je me suis rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant de mourir, Robert m'avait remis une grande enveloppe Kraft. « Antonia, mets ça dans le tiroir de ta commode. Si jamais il m'arrive quelque chose, ouvre-la après quelque temps, mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangée sans y penser. Après les funérailles, submergée par la peine et les démarches, je l'avais tout bonnement oublié. L'infirmière m'a appelée, le médecin m'a examinée, m'a dit que j'avais une bonne santé pour mon âge, qu'il me fallait juste plus de repos et mieux manger. Je hochais la tête, je souriais, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, je pensais à la froideur de la voix d'Angela, et je me disais qu'Edward n'était pas étranger à tout ça. Il ne m'avait jamais aimée. Il me voyait comme une gêne. Je suis sortie du cabinet et j'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, d'après Angela. En attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de presque poétique dans tout cela. Ma fille s'imaginait m'avoir laissé sans rien. Ce qu'elle ignorait, c'est que Robert, mon cher Robert, avait toujours été un homme prévoyant. Le bus est arrivé et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la ville, les maisons, les boutiques, les passants pressés, chacun avec ses drames, ses secrets. J'avais les miens et j'étais sur le point de les découvrir. De retour à la maison, je suis allée droit dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode. L'enveloppe Kraft était là, exactement où je l'avais laissée. Mes mains tremblaient un peu quand je l'ai prise. On sentait plusieurs documents à l'intérieur. Sur le devant, Robert avait écrit mon nom de son écriture nette. Je me suis assise sur le lit que nous avions partagé tant d'années et j'ai inspiré profondément. La nuit tombait, la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne me faisaient plus peur. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement, comme on ouvre un cadeau d'anniversaire. Ce que j'y ai trouvé allait tout changer.
À l'intérieur, il y avait des documents juridiques, des titres de propriété, des certificats bancaires et une lettre manuscrite de Robert. Mes yeux se sont embués en voyant son écriture. « Ma chère Antonia, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi de ne pas tout avoir dit, je voulais t'épargner des inquiétudes. Au fil des ans, j'ai investi nos économies dans des biens et des entreprises. Nous n'avons pas seulement la maison de plage. Nous avons 6 autres propriétés, y compris l'immeuble où vivent Angela et Edward. Nous avons aussi des actions dans 3 sociétés qui valent plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es riche, mon amour, tu l'as toujours été, mais maintenant, c'est écrit. Mes mains tremblaient en feuilletant. Il y avait des actes de maison dans différents quartiers, un appartement en centre-ville, un petit motel sur la côte, et cet immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Robert en était le propriétaire discret depuis 10 ans, au nom d'une société que je ne connaissais pas. Selon les papiers, j'étais l'unique héritière de cette société. Il y avait aussi des relevés de compte que je n'avais jamais connus, avec des montants irréels. Robert avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais c'était aussi un investisseur avisé. Chaque sou économisé, chaque sacrifice, il l'avait multiplié en silence. Je n'avais rien su. Dans sa lettre, Robert expliquait qu'il avait gardé le secret pour ne pas me tracasser et pour qu'Angela ignore notre situation réelle. Tu connais notre fille, Antonia. Si elle savait que nous avions autant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour qui nous sommes, pas pour ce que nous possédons. Quelle ironie. Notre fille nous avait laissés, en pensant que nous n'avions rien, alors que nous avions tout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai erré dans la maison, caressant les vieux meubles et les bibelots qu'Angela critiquait toujours. J'ai regardé les photos de famille au mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Robert, en train de rire. Où était passée cette petite fille si douce? Quand était-elle devenue si froide, si calculatrice? Au matin, le téléphone a sonné. Angela encore. Sa voix semblait différente, plus douce, mais j'avais appris à me méfier de ses variations. « Maman, comment tu vas? On a déjà viré l'argent de la maison et de la voiture. On a déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas énorme, mais ça t'aidera quelques mois, le temps de trouver plus petit. »« Ma part ?» ai-je demandé d'un ton calme. « Oui, maman. On n'allait pas te laisser sans rien, on t'a mis 30%. C'est juste, non? On a besoin du reste pour notre investissement en Europe. Edouard a une opportunité incroyable. 30% de mes propres biens. Quelle générosité. Je vois. Et vous partez quand, ma chérie? Cet après-midi. On en a pour au moins 6 mois. Peut être plus si ça marche. Ne t'inquiète pas. À notre retour, on t'aidera à trouver un petit appartement adapté à tes besoins. Adapté à mes besoins. Comme si elle savait ce dont j'avais besoin. Très bien, Angela. Bon voyage. Oh, maman, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compatissante. On t'aime très fort. Elle a raccroché. Je suis restée un moment le téléphone à la main. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis la mort de Robert. La situation était si absurde qu'elle en devenait comique. Ma fille m'avait volé, mise à la porte de ma propre maison, parlé avec une condescendance insupportable, tout ça pour financer une aventure européenne qui tournerait sans doute au désastre. Mais ce qui me blessait le plus n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait écarté. 45 ans de sacrifice et d'amour inconditionnel, effacés par un coup de fil de 2 minutes. J'ai consulté mon compte en ligne. Ils avaient bien déposé une somme qui leur semblait sûrement généreuse, mais qui était pour moi une moquerie. Ils avaient vendu la maison de plage bien en dessous de sa valeur, sûrement par besoin d'argent rapide, et le camion de Robert pour une misère. L'après-midi, depuis ma fenêtre, j'ai vu Angela et Edward charger leurs valises dans un taxi. Ils portaient 2 énormes bagages. Elle avait une valise cabine très chic. Ils riaient, s'embrassaient, faisaient des plans. 2 adolescents excités par l'aventure. Ils n'ont pas levé les yeux vers ma fenêtre. Pas un au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine, une tasse de thé et les documents de Robert étalés sur la table. Il fallait décider. J'aurais pu appeler un avocat, récupérer mes biens, reprendre tout ce qui m'avait pris,
Mais quelque chose me disait qu'il existait une meilleure manière, plus éducative. J'ai appelé Maître Peterson, l'avocat qui s'était occupé des affaires de Robert. Il était venu aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances et proposé son aide. « Madame Brooks, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, maître. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé des documents que je ne comprends pas très bien. Venez demain matin. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Robert, assis dans son fauteuil, lisant le journal comme chaque matin. Il a levé les yeux vers moi et a souri. « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Au réveil, je me sentais différente. Pas heureuse, pas triste, déterminée. Pour la première fois depuis sa mort, j'avais un but. Je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. Ma robe bordeaux, celle que Robert disait élégante, un peu de maquillage, les cheveux bien coiffés. Dans le miroir, j'ai revu une femme que j'avais oubliée, une femme forte. Le cabinet de Maître Peterson était dans un bel immeuble ancien, marbre au sol et grandes fenêtres. Il m'a accueilli avec chaleur, mais son visage a changé quand il a vu les papiers. « Madame Brooks, c'est bien plus que ce que j'imaginais. Robert était un homme très intelligent. Selon ces documents, vous êtes propriétaire de... » « Je sais, maître. Je les ai lus. Ce que je veux, c'est savoir ce que je peux faire légalement. » Il m'a expliqué que tout était en règle, que j'étais bien la propriétaire de tous ces biens. Il a confirmé un autre point. La vente de la maison de plage était illégale, car Angela n'avait aucun droit de la vendre. Nous pouvons la récupérer immédiatement et poursuivre votre fille pour fraude. Non, maître, je ne veux pas d'action en justice contre elle. Je veux procéder autrement, et je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider ? Il m'a regardé, intrigué, puis a hoché la tête. Bien sûr. Discrètement, récupérez la maison de plage, faites annuler cette vente frauduleuse. Aidez-moi à prendre le contrôle direct de tous mes biens, surtout de l'immeuble où ma fille habite. Ce sera l'affaire de quelques semaines, mais c'est faisable. Parfait. Et surtout, personne ne doit savoir que je suis derrière tout ça. En sortant, j'avais l'impression de me réveiller d'un long rêve. La vie suivait son cours, mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes furent étranges. Officiellement, j'étais la pauvre veuve abandonnée par sa fille. En secret, j'étais une femme riche, orchestrant silencieusement la récupération de mes biens. Maître Peterson avançait efficacement et me tenait au courant. Je restais chez moi. Après tout, c'était encore ma maison, même si Angela devait imaginer que je finirais dans une chambre de bonne. Chaque matin, je déjeunais à la même table que celle où Robert et moi avions partagé tant d'années, puis je sortais marcher. Les voisins me saluaient avec ce mélange de pitié et de curiosité réservé aux veuves récentes. Aurora, ma voisine de toujours, m'a abordée alors que j'arrosais les plantes. « Antonia, chérie, c'est vrai qu'Angela est partie en Europe et t'a laissée seule ?»« Oui, Aurora. Ils ont des projets là-bas. Et comment vas-tu vivre, ma douce ? On sait bien que Robert n'a pas laissé grand-chose. Si tu savais, ai-je pensé. Ne t'en fais pas, ça ira. Elle a proposé de m'aider, d'apporter des courses. Je l'ai remerciée. Les mêmes conversations se répétaient chez le boucher, à l'épicerie, au coin de la rue. Je jouais mon rôle. Et, au fond, j'y prenais un certain plaisir. J'avais une double vie. Un mercredi matin, Maître Peterson m'a appelé. « Bonne nouvelle, nous avons annulé la vente de la maison de plage. Les acheteurs n'étaient pas au courant de la fraude, ils ont été remboursés. La maison vous appartient à nouveau. » Excellent. Et l'immeuble où vit Angela ? Plus complexe. Vous en êtes propriétaire via la société, mais nous devons faire des modifications administratives pour vous en donner le contrôle direct. 2 semaines encore. Parfait. Après avoir accroché, j'ai pensé à Angela. Partie depuis 3 semaines. Sans un appel, sans un message, pas même une carte. Je n'existais plus dès lors qu'elle avait obtenu l'argent. Mais je savais que ça allait bientôt changer. Je suis allée voir la maison de plage.
J'ai pris le bus vers la côte, la même route que Robert et moi avions emprunté des centaines de fois. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Petite, crème, avec un perron face à l'océan. Les nouveaux propriétaires avaient posé quelques pots de fleurs, sinon tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir d'en face et je l'ai contemplé 1 heure. Je me suis souvenu des étés où Angela courait sur la plage, des châteaux de sable, de Robert au barbecue, de mes salades, des amis, des petits-amis, puis d'Edward. Tous ces moments réduits par ma fille à une transaction. Un monsieur âgé est sorti de la maison et m'a remarqué. « Ça va, madame ?»« Oui, merci. Je me souviens, je connaissais bien les anciens propriétaires. Quel dommage pour cette histoire. On nous avait dit que la vieille dame était très malade et devait vendre vite. Nous pensions faire une bonne affaire, mais la vente n'était pas légale. On a rendu la maison. Vous les connaissiez personnellement ? Non, tout s'est fait par intermédiaire. On nous a dit que la fille gérait parce que la mère ne pouvait pas. Quelle tristesse. Si seulement ils savaient. Je suis repartie le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le mensonge d'Angela. Elle avait inventé ma maladie, utilisé ma supposée faiblesse pour justifier ses actes. Pour elle, je n'étais plus une personne, mais un obstacle. Le soir, j'ai rappelé Maître Peterson. J'aimerais récupérer aussi le camion de Robert. Plus difficile. Le véhicule était à votre nom, mais votre fille avait une procuration lui permettant de le vendre. Comment est-ce possible ? Vous l'avez signé après la mort de votre mari, souvenez-vous. C'était donc là que tout avait commencé. Je me rappelais vaguement avoir signé des papiers qu'Angela avait apportés, pour faciliter les démarches de succession. J'étais si bouleversée que j'avais signé sans lire. Quelle naïveté. Peut-on le récupérer ? On peut essayer, mais ce sera plus complexe. Il faudra prouver que la procuration a été signée sous tromperie. Faites-le. Je veux tout récupérer. Les semaines suivantes, mes journées prenaient un rythme étrange. Le matin, j'étais la pauvre veuve que tout le monde connaissait. L'après-midi, je devenais femme d'affaires. J'étudiais les documents de Robert, je parlais à l'avocat, je planifiais. J'ai appris des choses sur la finance que je n'aurais jamais cru avoir à savoir. J'ai découvert que Robert avait été encore plus malin que je ne l'imaginais. L'immeuble d'Angela, par exemple, n'était pas seulement rentable. Le quartier prenait de la valeur. Et j'ai découvert que Edward avait beaucoup de dettes contractées avec l'appartement en garantie sans savoir qu'il n'en était pas le propriétaire réel. Quand les banques s'en rendraient compte, il serait dans de beaux draps. Un vendredi, Maître Peterson m'a donné des nouvelles. Tout est prêt. Vous avez désormais le contrôle total de vos biens. Et nous avons récupéré le camion. L'acheteur est une connaissance. Il a accepté de le rendre contre une petite compensation. Parfait. Encore une chose. Envoyez une lettre à ma fille. Quel type de lettre ? Un avis d'expulsion. Silence. Vous en êtes sûr ? Absolument. Elle a décidé que je n'avais plus d'importance dans sa vie. Elle va découvrir à quel point j'en ai. Le même après-midi, Aurora est arrivée en courant. Antonia, tu sais qu'Edward a des problèmes avec la banque ? Mon beau-frère y travaille. Ils enquêtent sur des prêts qu'il a pris en mettant l'appartement en garantie, alors que l'appartement n'est pas à lui. Angela n'était pas au courant. Elle doit revenir d'Europe pour régler tout ça. Et le pire, il n'y avait jamais eu de business en Europe. Edward voulait fuir ses dettes et dilapider l'argent de ta maison. Parfait. Tout se déroulait comme prévu. Angela avait fait confiance à Edward au point de me sacrifier et elle découvrait qui il était vraiment. Le lendemain matin, Maître Peterson, votre fille vient d'arriver dans le pays. Elle est à l'aéroport, seule. Seule ? Oui, Edward est resté en Europe. On murmure une grosse dispute. J'envoie la lettre aujourd'hui. Elle la recevra demain. Angela est rentrée à son appartement le mardi soir. Je le savais grâce à Aurora, ma reporter de quartier. Elle avait une seule valise. Elle semblait épuisée, les yeux cernés, comme si elle avait pleuré tout le vol. Et chose étrange, elle n'avait pas les clés. Le concierge a dû lui ouvrir avec la clé de secours. Intéressant. Edward avait gardé les clés. Ou bien
Angela avait découvert quelque chose et s'était enfuie. L'après-midi, l'avocat m'a confirmé. La lettre a été remise en main propre. Délai légal de 30 jours pour quitter l'appartement. Elle est votre fille, vous êtes sûr ? Elle m'a mise dehors avec un coup de fil. Elle a vendu mes biens sans demander. Elle m'a traité comme une moins que rien. Maintenant, elle apprendra que les actes ont des conséquences. Le lendemain, à 8 heures, le téléphone a sonné. La voix d'Angela était désespérée. « Maman, j'ai reçu une lettre étrange. On me dit de quitter l'appartement dans 30 jours. C'est une erreur, non ? Tu sais quelque chose ? Un avis d'expulsion ? De qui donc ? D'une société que je ne connais pas ? Attends. Robert Investments, Inc. Tu connais ? Robert avait donné son propre nom à la société. Poétique. Non, ma chérie. Jamais entendu. Tu es sûre que c'est authentique ? Maman, aide-moi. Edward m'a laissé en Europe. Il est parti avec une autre. Je reviens et je trouve ça... Je ne comprends plus rien. Voilà la confirmation. Edward l'avait abandonné. Je suis désolée, ma chérie. Où es-tu ? À l'appartement, pour l'instant ? Maman, je peux venir te voir ? Je n'ai personne d'autre. L'ironie était parfaite. Me voilà devenue la seule bouée de celle qui m'avait jetée par-dessus bord. Bien sûr. Viens quand tu veux. Je me suis préparée. Robe grise, chignon simple, visage de mère, inquiète mais résignée. Angela est arrivée, méconnaissable, amaigrie, les traits tirés, ses beaux vêtements froissés. Maman, elle a hésité à me serrer. Entre « Tu veux un café ?»« Oui, s'il te plaît. » Dans la cuisine, elle paraissait petite sur cette chaise où, enfant, elle venait me raconter ses soucis d'école. « Maman, je suis désolée pour la façon dont je suis partie. Je t'ai maltraitée. C'est du passé, ma chérie. Non, j'ai été horrible et maintenant, je n'ai plus personne. Que s'est-il passé avec Edward ? Il est parti avec une serveuse de 25 ans à Paris. Il n'y a jamais eu de business. Il voulait fuir ses dettes et dépenser l'argent de ta maison. Il avait tant de dettes, il a même pris des prêts en utilisant l'appartement en garantie alors que je découvre que l'appartement n'était pas à lui. Comment est-ce possible ? Les histoires de propriété sont compliquées, ma chérie. Les banques viennent vers moi maintenant, parce qu'on est mariés. Et en plus, cet avis d'expulsion, je n'ai pas d'argent, pas de travail, nulle part où aller. Elle s'est mise à pleurer, des larmes vraies. Mon cœur de mère s'est serré, mais je me suis rappelé sa voix froide ce jour-là. « As-tu consulté un avocat ? Je n'ai pas les moyens, on a tout dépensé en Europe. Et maintenant, je pensais être rester chez toi un moment, le temps de trouver un travail et un petit logement. La question que j'attendais. Bien sûr, ma chérie, cette maison sera toujours la tienne. » Elle m'a regardée, surprise. « Vraiment ? Après tout ce qui s'est passé ? Tu es ma fille, Angela. Ça ne changera jamais. » Elle m'a serré fort. Je l'ai serré aussi, mais plus comme avant. Il y avait désormais de la stratégie dans mon étreinte. Elle est repartie à l'appartement chercher quelques affaires. Je suis restée à réfléchir. Tout se déroulait comme prévu. La faire vivre chez moi me donnerait l'occasion parfaite de l'étape suivante. La laisser se poser, se croire en sécurité, puis lui apprendre la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par conséquence. Le soir, j'ai appelé Maître Peterson. Enquêtez sur les dettes d'Edward, montant, créancier, et dites-moi comment séparer légalement ma fille. Discrétion absolue. Quel est votre plan final, Madame Brooks ? Sauver ma fille. Mais d'abord, elle doit comprendre ce que signifie toucher le fond. Angela a emménagé le lendemain, avec 2 valises et un carton. Tout ce qui restait de sa vie d'avant. Dans sa vieille chambre d'ado, je voyais l'humiliation dans chacun de ses gestes. « Maman, j'ai trouvé ça chez Edward », m'a-t-elle dit en me tendant une petite enveloppe Kraft portant mon nom, l'écriture de Robert. Elle était différente de la première, plus récente, peu. Être qu'Edward l'a trouvée parmi les affaires de papa et a oublié de te la donner. Possible. Je l'ai ouverte devant elle. À l'intérieur, une courte lettre et une petite clé. Antonia,
Si tu lis ceci après la première enveloppe, c'est que notre fille traverse une période difficile. Cette clé ouvre un coffre à la Banque centrale, case 247. Tu y trouveras de quoi t'aider à l'aider. Utilise-le avec sagesse, avec mon amour, Robert. Angela penchée sur mon épaule. Un coffre ? Papa avait un coffre ? Je l'ignorais. Ai-je menti ? On va voir ? Demain. Le lendemain, la banque a vérifié mon identité et ouvert la case 247. Des bijoux, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Certains venaient de la famille de Robert, d'autres m'étaient inconnus. Une lettre détaillait l'origine et la valeur approximative de chaque pièce. Angela a haleté. « Maman, ça vaut une fortune. » Selon la lettre, environ 200 000 $. Une somme importante, mais dérisoire, comparée au reste de mes actifs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des souvenirs de famille, on pourrait en vendre quelques pièces, tu récupérerais la maison de plage, et moi je paierais une partie des dettes d'Edward. Encore lui. Tu es sûr d'utiliser l'héritage de ton père pour les dettes d'Edward ? Quelle autre option ? Sinon les banques vont tout saisir. Nous avons ramené les bijoux. Angela les a étalés sur la table, évaluant ce qu'elle vendrait, ce qu'elle garderait. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des chiffres. Le soir, Maître Peterson m'a rappelé le rapport complet sur Edward, plus de 200 000 $ de dettes, banques et prêteurs privés. Il a falsifié des documents avec la signature de votre fille. On peut prouver la fraude et la contrainte. Angela peut être dégagée de ses dettes. Procédure longue et coûteuse, mais faisable. Lancez tout de suite. Ne lui dites rien. Je ne veux pas de faux espoirs. Les 2 semaines suivantes, j'ai vu Angela apprendre à vivre avec presque rien, étirer l'argent pour l'épicerie, négocier avec les créanciers, chercher du travail avec un dossier entaché. 3 entretiens aujourd'hui, m'a-t-elle dit un soir. 2 refus à cause des problèmes juridiques. Le 3e propose un mi-temps de nettoyage de bureau la nuit. Tu vas accepter ? Je n'ai pas le choix. La voir, elle, si confortable autrefois, enfiler un uniforme de nettoyage, ça me brisait le cœur et me remplissait de fierté. Elle affrontait enfin la réalité. Un soir, alors qu'elle partait travailler, Aurora m'a confié. Je crois qu'Angela a compris la valeur de ce qu'elle avait pris pour acquis. Elle te parle différemment. Elle te respecte. Elle avait raison. Quand Angela est rentrée de sa première nuit, elle m'a parlé de Madame Johnson, 60 ans, 20 ans de nettoyage, laissée seule avec 3 enfants. Elle m'a dit, il y a ceux qui n'ont jamais eu d'opportunité et ceux qui ont gâché celle qu'ils avaient. Elle m'a demandé dans quel groupe j'étais. Je lui ai dit la vérité. Angela a ajouté, ces semaines sont les plus dures de ma vie, mais les plus importantes. Je comprends ce qui compte. Pas l'argent ni le luxe, mais les gens qui t'aiment quand tout s'écroule. Le lendemain, Maître Peterson. Excellente nouvelle. Nous pouvons sortir votre fille de toutes les dettes d'Edward. Il était temps. Organisez une réunion. Elle doit apprendre toute la vérité. Le vendredi, nous sommes allés à son cabinet. Angela tremblait. Je n'ai pas d'argent pour des honoraires. N'y pense pas. Écoutons d'abord. Maître Peterson a remis un dossier à Angela. À mesure qu'elle lisait, son visage passait de la confusion à la surprise, puis à l'incrédulité. On prouve que ma signature a été falsifiée, que je ne suis pas responsable des dettes, mais qui a payé pour cette enquête ? Il m'a regardé. Mon moment. Angela, ton père m'a laissé plus que tu ne le pensais. Bien plus. Il a sorti un second dossier. Acte de propriété, relevé bancaire, certificat d'investissement, toute la fortune bâtie en secret par Robert. Angela a lu longtemps, silencieuse. « Maman, ça dit que tu es propriétaire de l'immeuble où je vivais. »« Oui. »« Et d'autres biens, des comptes, des placements. »« Oui. »« Alors, quand j'ai vendu la maison de plage, la vente était frauduleuse. Je l'ai récupérée. » Elle a relevé les yeux. « Depuis quand tu sais tout ça ? » Depuis le jour où tu m'as appelé du cabinet médical. Tu le savais quand je suis revenue d'Europe en larmes ? Oui. Long silence. Pourquoi, maman ? Pourquoi m'avoir laissé souffrir ? La question que j'attendais. Parce que,
Tu devais apprendre une chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement. La valeur de ce que tu avais perdu, la famille, le respect, la responsabilité. Quand tu m'as abandonnée, tu m'as pas seulement pris de l'argent. Tu m'as pris ma dignité, mon amour, ma confiance. Angela a pleuré, mais des larmes différentes. Pas de pitié d'elle-même, mais de compréhension. Je t'ai abandonnée au moment où tu avais le plus besoin de moi. Je t'ai traitée comme une moins que rien, et tu m'as sauvée malgré tout. Oui, mais pas comme tu l'imaginais. Je t'ai pas sauvée en te donnant de l'argent pour recommencer les mêmes erreurs. Je t'ai laissé toucher le fond pour que tu apprennes à te sauver toi-même. Maître Peterson est intervenu discrètement. Votre mère a pris en charge les frais juridiques et récupéré les biens vendus illégalement. Vous êtes libre de tout problème légal. Et mon travail de nettoyage, tu peux arrêter, ai-je dit. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi ? Parce que ce travail t'enseigne ce que tu n'avais jamais appris quand tout était facile. La valeur de ton effort, la dignité du travail honnête, l'importance de chaque dollar gagné. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Celle d'une adulte qui respecte une autre femme. Tu me pardonnes, maman ? Je t'ai pardonné il y a longtemps. La vraie question, c'est: peux-tu te pardonner, toi ? Nous sommes sortis du cabinet avec une relation neuve. Les semaines suivantes, Angela a choisi de garder son travail de nuit. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je ne peux pas retourner à une vie confortable comme si de rien n'était. Elle se tenait différemment. Une nouvelle dignité. Aurora, un jour, il court des rumeurs. On dit que tu n'es pas si pauvre. On a vu Angela chez un avocat chic, puis à la banque régler des dettes. On dit que tu as récupéré la maison de plage. Elle me connaissait trop. Robert m'a laissé bien plus qu'on ne croyait. Alors pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre ? Parce qu'Angela devait apprendre une leçon qu'elle n'aurait pas apprise autrement. Si je l'avais simplement renflouée, elle aurait cru qu'on la sauvera toujours des conséquences de ses actes. C'est dur et brillant à la fois. A-t-elle appris ? Regarde-la. Elle garde son travail, elle reste vivre ici par choix, elle aide même une collègue à payer la crèche de son fils. Le soir, Angela, Madame Johnson m'a demandé si j'étais la fille de la dame riche du nord de la ville. Je lui ai dit oui, et elle m'a demandé pourquoi je travaillais encore. Je lui ai répondu que je devais me prouver que je pouvais tenir debout. Elle a ri. Voilà la différence entre être riche et faire semblant de l'être. Ta mère t'a appris ce que signifie être vraiment riche. Angela m'a annoncé vouloir rester vivre avec moi, mais en femme adulte, en payant sa part, en partageant les charges, en construisant une relation d'égal à égal. Elle voulait aussi retourner à l'école, étudier le travail social, pour aider d'autres femmes. Quant à Edward, il avait été arrêté en France pour mariage frauduleux. Je n'ai plus de rancœur, maman. S'il ne m'avait pas abandonnée, je n'aurais jamais touché le fond. Et sans ça, je n'aurais jamais appris la valeur de ce que j'ai. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre. Angela a terminé ses études avec brio. J'ai utilisé une partie de mes ressources pour créer une fondation d'aide aux femmes victimes de violences et d'abandon financier. Angela a été acceptée en master, qu'elle a choisi de financer par ses économies. C'est qui je suis maintenant. Un soir sur le porche, elle m'a dit avoir reçu une lettre d'Edward depuis la prison demandant pardon. Je ne ressens rien. Je ne répondrai pas. L'Angela qu'il a épousée n'existe plus. Elle a ajouté: j'ai compris que le véritable amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre, mais celui qui t'enseigne ce que tu dois apprendre, même si ça fait mal. Tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail, du respect et des relations sincères. Le dimanche suivant, nous sommes retournés à la maison de plage pour la première fois. Angela a parcouru chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos. Je veux m'excuser, maman. Pas seulement d'avoir vendu la maison, mais d'avoir réduit 40 ans de souvenirs à une transaction. C'est pardonner. Elle sentait la présence de son père partout. Il est là, Angela. Je sais. Et je sais qu'il est fier de toi. Au coucher du soleil, sur le perron que Robert avait construit, Angela a proposé: transformons cette maison en refuge temporaire pour des femmes qui quittent des situations de violence. C'était parfait. La maison sera encore plus un foyer si elle s'ouvre à celles qui ont besoin d'amour.
Robert aurait adoré. Nous sommes rentrés avec un projet et une relation entièrement renouvelée. Cette nuit-là, j'ai parlé à Robert en silence. Nous avons réussi, mon amour. Et, pour la première fois depuis sa mort, j'ai eu l'impression qu'il répondait « Je l'ai toujours su. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. » La justice est arrivée, non comme une vengeance, mais comme une éducation. Pas comme une punition, mais comme une transformation. Au bout du compte, nous avons gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Une relation authentique, bâtie sur un socle, que plus aucune tempête ne pourra détruire. Si cette histoire vous a plu, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Votre soutien compte beaucoup. Il me permet d'apporter d'autres récits, comme celui-ci. Sur l'écran, vous trouverez 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a bien d'autres sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire, avec amour et respect.